Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, la présidente de l'Association pour la recherche qualitative, la professeure titulaire Joëlle Morissette, converse avec son collègue de l'Université de Montréal, le professeur titulaire Martial Dembélé, associé au secteur de l'éducation comparée et fondements de l'éducation. Enseignant tous les deux le cours d'analyse des données qualitatives depuis de nombreuses années, ils ont souvent discuté des défis pédagogiques dans les corridors de la Faculté des sciences de l'éducation. Alors, cette vidéo vise à formaliser, en quelque sorte, le fruit de leurs nombreuses discussions autour de cet intérêt commun. Vous souhaitant une bonne écoute. Peut-être pourrais-tu nous dire un peu plus précisément là, ce sur quoi tu as travaillé tout au long de ta carrière, puis ensuite on parlera de la formation des étudiants au cycle supérieur. Oui, c'est ça. En tout cas, je m'identifie principalement au secteur de l'éducation comparée. Okay. J'ai commencé à m'intéresser à la comparaison depuis la maîtrise à l'Université de Pittsburgh et particulièrement à la profession enseignante. Donc, toutes les questions de formation à l'enseignement, au départ, le développement professionnel, mais il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser plus aux politiques qui encadrent la profession enseignante, particulièrement dans les pays en développement et plus précisément en Afrique subsaharienne pour voir comment est-ce que les politiques qui encadrent la profession affectent d'une façon ou d'une autre qui entrent dans cette profession, comment ils évoluent, etc. Donc, c'est des questions qui m'intéressent au plus haut point. OK. Et depuis que tu es à notre faculté, tu as enseigné donc la recherche qualitative, donc ça fait déjà plus de 15 ans environ. Et j'irai peut-être avec une première question assez ouverte. Est-ce que, avec le recul que tu as maintenant, tu dirais que tu as observé à travers le temps des changements par rapport à la formation des étudiants au cycle supérieur, au qualitatif? Tu as observé des changements par rapport à tes manières d'enseigner, par rapport aux préoccupations des étudiants? Oui. Qu'est-ce que tu vois dans une perspective plus rétrospective? Oui, c'est une question très, très intéressante. Je te remercie de me la poser parce que ça me permet en fait de prendre un certain recul par rapport à ces années. La première fois que j'ai donné le cours d'analyse de données qualitatives, c'était à l'hiver 2007. Ça fait quand même plusieurs années. Et la raison pour laquelle je précise le titre, c'est que ce cours n'était pas conçu comme un cours de recherche qualitative, mais bien un cours d'analyse de données qualitatives. Ah oui. Et, oui, c'est ça. Et je crois que ce titre, en fait, donnait le ton à l'orientation du cours et du coup suscitait l'intérêt d'étudiants souvent hors de notre faculté, d'autres facultés de l'université et même d'autres universités qui s'intéressaient particulièrement à qu'est-ce qu'on fait avec des données qualitatives qu'on a recueillies sur le terrain. Donc, je dirais qu'il y avait dans une certaine mesure cette orientation peut-être un peu instrumentaliste, comment analyser des données qualitatives. Et lorsque j'ai hérité du cours, j'ai pensé que ce serait important de faire quelques pas en arrière pour comprendre qu'est-ce qui génère ces données qualitatives et parler des fondements de la recherche dite qualitative, aborder ces questions de fondement, aborder également des questions, je dirais, d'approche, parce que c'est un univers quand même pluriel. Et donc, mon idée était que d'amener les étudiants, avant même de parler d'analyse des données, qu'est-ce qui vient avant la conceptualisation, la méthodologie. Et donc, j'ai introduit
un certain nombre de changements dans le cours pour permettre aux étudiants justement de saisir ces fondements, de saisir les enjeux également, de saisir quels sont les sujets de prédilection des chercheurs qui inscrivent leurs travaux dans une perspective compréhensive, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je dirais que personnellement, sur le plan pédagogique, c'est le changement principal que j'ai fait. Je dois dire également que dans le cours, étant donné que c'est un cours de 45 heures, il n'a pas été possible pour moi d'aborder, je dirais, les méthodes de recueil des données. Et donc, je fais des pas en arrière pour parler des démarches, toujours au pluriel, de recherche dite qualitative, pour ensuite passer à l'analyse de telles données. Mais ce que j'ai senti, c'est que les étudiants, ils souhaitent avoir des enseignements sur les différentes méthodes, l'observation, les entretiens, les traces documentaires, etc. Comment les recueillir, mais il n'y a pas d'espace. En fait, il n'y avait pas suffisamment d'espace dans le cours pour aborder ces questions. Donc, je dirais, grosso modo, ce sont les principaux, sinon le principal changement que j'ai apporté à ce cours lorsque j'en ai hérité. Ce que je constate aussi, ça fait quand même peut-être 2 ans que je ne l'ai pas donné, qu'au fur et à mesure, ce sont surtout les étudiants de notre faculté qui prennent le cours. Je constate que dans d'autres facultés, ils ont probablement développé leur propre cours de quali ou d'analyse de données qualitatives. Bon, ce qui est de bonne guerre, mais ça suggère peut-être un intérêt hors de notre faculté pour ces questions-là. Voilà. Je pense notamment en médecine, Oui. les approches où on considère maintenant le patient comme participant à ses propres soins. Bref, il y a des nouvelles philosophies en médecine, je crois, qui peut-être vont donner un petit peu plus de valeur aux démarches qualitatives maintenant. Tout à fait, tout à fait. Les sciences infirmières ont commencé quand même un peu plus tôt que le secteur de la médecine en tant que tel a, disons, intégré justement des approches compréhensives dans leurs travaux, notamment dans la phénoménologie ou la théorisation ancrée pour comprendre des phénomènes qui sont somme toute humains et sociaux. Donc, pour moi, c'est très encourageant de constater ces évolutions-là au plan institutionnel. Est-ce que, toujours en posant ce regard rétrospectif, est-ce qu'il y a eu de la place dans tes enseignements pour les questions d'épistémologie au sens où le qualitatif, c'est pour beaucoup une posture épistémologique. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as abordé dans le cadre de ton cours? Et si oui, est-ce que les étudiants sont intéressés par ce genre de questions? Disons que peut-être pas autant que j'aurais souhaité, parce que le cours est centré sur l'analyse des données qualitatives, mais lorsque je fais justement ces pas en arrière pour comprendre les fondements, ne serait-ce que la question d'abord ontologique, une fois qu'on a répondu à cette question, cela influence les réponses qu'on peut donner aux autres questions, c'est-à-dire la question épistémologique, la question méthodologique. Mais je dirais que c'est un aspect qui n'est pas toujours évident pour les étudiants. Les
questions ontologiques, les questions d'ordre épistémologique, souvent parce qu'ils arrivent ou elles arrivent au cours avec des idées peut-être préconçues sur le TALI, avec cette orientation d'analyse des données, ou peut-être aussi une image de ce que c'est que la recherche en général. Je pense que les gens ont souvent une conception de la recherche qui est très classique, qui est un peu sur la recherche plutôt quantitative. Et donc, beaucoup d'étudiantes viennent avec ce formatage, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, les questions d'ordre épistémologique, disons, déstabilisent en quelque sorte. Mais je les aborde justement à travers des lectures que je considère clés. Nous utilisons par exemple un texte d'Anadon que j'aime bien, qui a été publié en 2006, mais que je trouve toujours très pertinent pour aborder justement les questions d'ordre épistémologique en recherche qualitative, l'évolution, les gains, mais également les défis qui posent à quiconque veut mener des travaux dans cette perspective-là. Mais je dirais que c'est peut-être pas ce qui motive le plus les étudiants et les étudiantes qui viennent à ce cours, parce que le titre fait que ils et elles viennent pour apprendre à analyser les données. Et là, il y a quand même un changement récent au niveau de la faculté où le cours s'intitule plutôt recherche et analyse qualitative. Et je pense que ça permet justement cette ouverture pour aborder des questions qui précèdent l'analyse des données. Je trouve que c'est une évolution tout à fait pertinente pour les étudiants. Et d'autant que, je dirais, les étudiants vont suivre ce cours en étant dans la phase où ils élaborent leur projet de recherche. Exactement. Oui. Et donc, de parler de démarches sur le terrain, de moyens de recueillir un matériau, eh bien, ça tombe dans leurs préoccupations du moment. Donc, tout à fait. En tout cas, au niveau de la structure, je trouve ça très intéressant que pendant qu'ils élaborent leur devis, qu'ils soient exposés justement à ces questions qui sont à la fois pratiques, mais qui ont une profondeur au plan conceptuel également. En fait, le défi que je vois toujours, c'est de sortir de préoccupations très instrumentales pour voir quels sont les principes sous-jacents à tout cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de conception du réel, en termes de conception de comment est-ce qu'on développe notre compréhension de certains phénomènes sociaux et humains. Je crois que c'est des questions très fondamentales qu'il faut aborder. Oui, les instruments, mais avant d'utiliser ces instruments, il faut comprendre qu'est-ce qui sous-tend, pourquoi est-ce qu'on utilise ces instruments-là, ces méthodes de collecte de données. Et je crois que la nouvelle itération du cours permet cela. J'allais te demander, toujours en regardant derrière, oui. pour mieux apprécier l'évolution, mais là, peut-être le voir non pas en termes d'années, mais peut-être même de décennies et peut-être de lieux géographiques, parce que tu as mentionné tout à l'heure ta formation à Pittsburgh, et on peut penser qu'il y a des cultures au sein des facultés qui sont différentes. Comment tu vois l'évolution des rapports entre le quantitatif et le qualitatif quand tu poses un regard comme celui-là? Bon, c'est une question large mais importante. Je dirais que
Pendant mes études, d'abord à l'Université de Pittsburgh, ensuite à Michigan State University, dans les années 90, c'était à un moment où il y avait comme un bouillonnement aux États-Unis, à travers notamment les travaux de Ivona Lincoln, Oui. Eisner, etc. Il y avait comme une effervescence et je crois que, en tout cas, l'univers qualitatif a fait d'énormes gains à cette période, mais il y avait des débats qui étaient en cours. J'ai le sentiment que ces débats ne sont pas clos, oui, il y a eu des gains, mais que la quantification demeure séduisante pour beaucoup de membres de la communauté scientifique. C'est peut-être ancré dans l'imaginaire collectif qu'il faut... C'est la mesure qui importe, même si les phénomènes qu'on essaie de comprendre ne se prêtent pas nécessairement à la mesure, à la quantification. Et donc, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement une bataille, mais en tout cas, c'est un défi qui est toujours présent. Et je constate aussi que ce soit en recherche quanti ou en recherche quali, il y a des travaux de très grande qualité. Il y a également des travaux de qualité douteuse ou moyenne, mais que l'appréciation de la recherche quali est souvent injuste ou en tout cas injustement sévère parce qu'on prend des canons qui ont été établis pour d'autres façons de faire la recherche. C'est vrai qu'il y a eu vraiment de la réflexion, de la production sur les critères d'appréciation de la qualité ou de la scientificité des travaux, mais je pense que ce n'est pas très juste de prendre des canons établis pour d'autres formes de recherche pour juger de la qualité ou de la scientificité des travaux qui se font dans l'univers qualitatif. Cela dit, je crois qu'on peut faire du travail de très, très, très grande qualité avec toute la rigueur qu'il faut dans l'univers qualitatif, mais les critères pour apprécier cela doivent être, à mon avis, ajustés, pas en diluant, mais en reconnaissant ce que ce type de recherche peut apporter. Bien sûr, il y a, je pense, des critères sur lesquels on peut être tous d'accord, mais utiliser des critères pour apprécier la mesure ou des recherches qui se fondent sur la mesure pour apprécier des travaux qui s'inscrivent dans un univers compréhensif. Je pense qu'on peut passer à côté justement de la qualité de ces travaux-là. Donc, en fait, c'est une invitation en quelque sorte quel que soit nos choix, à faire le travail de façon aussi rigoureuse qu'on peut. Et ce que je constate aussi, c'est que parce que les gens pensent, en tout cas certains étudiants et certaines étudiantes, que bon, c'est très facile le quali, fait que souvent, on fait du travail approximatif. Et cela dessert justement la communauté en fait, qui s'inscrit dans un paradigme compréhensible. En tout cas, c'est ma lecture de
de la situation, il y a quand même de l'intérêt toujours et qui est grandissant pour la recherche qualitative, mais il y a cette séduction de la quantification qui est fortement ancrée dans la société. Et je ne pense pas qu'il faille travailler contre cela, mais plutôt montrer qu'on peut faire autrement et de façon rigoureuse. C'est clair. OK. Je crois que la nouvelle gestion publique, en tout cas l'insistance sur la gestion par résultat, fait partie du contexte justement de la place accordée à la mesure, à la quantification. Au Québec, on l'a vécu au début de la réforme, notamment les bulletins. Il y a eu des compromis qui ont été faits. Au départ, c'était des notes par lettre, les bulletins avec des commentaires. Mais il y a eu une pression telle qu'il a fallu revenir au bulletin chiffré, ce qui n'avait pas vraiment de sens dans une approche par compétence. On sait que les compétences sont complexes et donc comment est-ce qu'on peut valablement quantifier justement l'atteinte des compétences. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi que c'est une toile de fond, en quelque sorte, tous ces changements au niveau de la gestion publique, la performance, l'imputabilité. Ça amène justement à privilégier, en tout cas, les chiffres. Il y a d'ailleurs un de tes étudiants qui a fait un travail intéressant là-dessus, Wolf Yu, sur justement l'influence de la pression à l'évaluation chiffrée sur les enseignants. Il fait une démonstration très claire du lien entre justement la nouvelle gestion publique, ces évaluations chiffrées et le vécu des enseignants. Pour moi, c'est très clair qu'il y a une influence. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus d'ailleurs. Ouais. Et on voit bien dans les médias, les chiffres, ça se communique vite. Oui, tout à fait. Donc, c'est rare que les journalistes interviewent des chercheurs qui font de la recherche qualitative, alors que ceux qui font de la recherche quantitative, ils ont des tableaux, des chiffres, des choses qui se communiquent facilement. On le comprend, mais en même temps, ça montre toujours... comment dire, peut-être juste une partie des réalités sociales et tout ce que le qualitatif peut contribuer à éclairer et passer sous silence ou presque. Absolument, c'est très frappant. En fait, moi je pense que il y a un défi dans la recherche quali, c'est comment présenter ce qu'on pense avoir compris. C'est tout un défi sur lequel il va falloir continuer à travailler. Ça requiert en tout cas plus d'espace pour présenter, alors que des tableaux avec des chiffres, c'est concis, c'est peut-être pas nécessairement plus facile à comprendre, mais c'est peut-être plus convaincant parce que dans l'imaginaire collectif, on accorde justement beaucoup d'importance aux chiffres. Et donc, moi, je dirais que pour les qualitativistes, un des défis, justement, c'est au niveau de l'écriture, comment présenter de façon concise et précise notre compréhension
des phénomènes que nous avons investigués. Ça a l'air banal, là, mais je crois que c'est un défi très important. Et j'avais envie de parler d'un éléphant dans la pièce. OK, oui, je le vois venir. Bon, depuis 20 ans, hein, il y a une montée de popularité de la recherche dite mixte. Oui. Comment tu vois la recherche mixte dans ses rapports au quali-quanti? J'imagine dans tes cours, il y en a été question, les étudiants ont peut-être posé des questions ou tu as peut-être vu de plus en plus de projets de recherche mixte. Je ne sais pas. Oui, effectivement, il y a quand même une certaine popularité des approches dites mixtes. Je dirais que se présenter comme une approche qui permettrait, je dirais, de compenser les limites ou les faiblesses du Kali par les forces du Kanti, mais vice-versa. Et donc, ça demande quand même une reconnaissance des limites des différentes façons de faire de la recherche. C'est une solution que j'appellerais pragmatique, mais je crois qu'il faut faire attention à ce que j'appellerais des éléments d'incommensurabilité. C'est-à-dire que, et ça renvoie à la question ontologique au départ. C'est-à-dire comment est-ce que je conçois le réel ou la réalité? Mais la réponse que je donne à cette question va conduire à des réponses différentes aux questions épistémologiques et méthodologiques. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conscient de ce qui sous-tend les différentes façons de faire qu'on veut mettre ensemble. Sinon, on peut avoir l'impression qu'on a bien compris, mais en utilisant des démarches ou des outils qui, dans leur fondement, cohabitent difficilement. Et donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit au début, là, dans le cours, j'ai opté de faire quelques pas en arrière pour que les étudiants comprennent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui est sous-jacent aux démarches de recherche dites qualitatives. Au moins, c'est-à-dire avoir une réflexion sur ces fondements-là pour être en mesure de prendre des décisions adéquates, de combiner les façons de faire. Parce que oui, on peut combiner je dirais des méthodes très qualitatives de recueil de traces, c'est-à-dire des entrevues individuelles ou de groupe, avec, je sais pas, des thèses ou des questionnaires fermés, mais il faut être conscient du fait qu'on ne va pas chercher la même profondeur avec l'un ou l'autre de ces outils-là. Donc, le défi, c'est que les étudiants comprennent les différences entre dans cette variété de manières d'aller recueillir
les traces. Donc, les principes, pour moi, sont peut-être plus importants que les outils eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces outils-là? Donc, si les personnes qui veulent les utiliser comprennent ces principes et prennent des décisions en tout état de cause, je suis prêt à vivre avec ça. Mais il faut être conscient que il y a quand même des éléments qui peuvent être incommensurables. Et peut-être en tenir compte dans la façon de tirer des conclusions à partir de l'analyse des traces qu'on a pu recueillir avec ces différentes manières de recueillir les données. Donc, je vois qu'il y a effectivement beaucoup d'intérêt pour ça, mais il ne faudrait pas que l'intérêt soit seulement instrumental et que l'opérationnalisation soit basée effectivement sur une compréhension des fondements et des principes qui sont sous-jacents aux différentes manières de faire. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette question-là. Quand je pense à la sociologie de la quantification d'Alain Desrosières, tu sais, il soutient que dès qu'il y a des chiffres, comme l'ensemble du projet devient sous-tendu par des logiques qui imposent les chiffres. Et donc, dans les projets et les thèses mixtes, ça fait en sorte, je trouve, que souvent le qualitatif, c'est un peu le parent pauvre ou il devient un peu technique. En tous les cas, c'est un peu ce que j'ai observé à travers les années. Je trouve que l'arrimage et se fait souvent, entre le quali et le quanti, se fait souvent au détriment de la partie qualitative. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que souvent, on intègre une partie de quali dans ce genre de thèse ou de mémoire plutôt comme une façon de confirmer les résultats qu'on a tirés du versant quantitatif du travail. Et donc, ça devient nécessairement secondaire, pour ne pas dire pauvre, dans le travail. Mais en même temps, justement, à cause de cette séduction de la quantification, il y a comme une difficile résistance à avoir c'est comme quand il y a des chiffres, ça veut dire que c'est bon, mais je crois que ce n'est pas suffisant pour juger de la qualité d'un travail. Et je suis entièrement d'accord avec toi que la tendance, souvent, c'est que la partie qualitative est pauvre dans ces démarches mixtes-là. J'allais enchaîner en allant sur la question des mythes. Okay. Oui. Et je vais en prendre un qui concerne la recherche mixte pour faire le pont entre les deux questions. Souvent, les étudiants, je ne sais pas si c'est aussi de ton expérience, mais pensent qu'ils ont plus de chances de décrocher, par exemple, des bourses s'ils font un projet mixte. Et parfois, c'est curieux parce que quand on regarde leur objet peut être très, très qualitatif, mais il y a cette petite partie plus quanti qui fait un peu bizarre, là, et quand on pose des questions, il y a derrière ce genre de mythe
qu'ils auraient peut-être plus de chances de cette manière d'avoir des bourses. Ce qui, moi, m'étonne toujours parce que j'ai siégé sur différents comités à petite échelle, comme sur des comités provinciaux, nationaux et même internationaux, et il n'y a jamais été question de ça. Donc, ça m'apparaît être un mythe. Et donc, c'était déjà, comment réagis-tu à ce que je dis? Puis, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres mythes associés à la recherche qualitative? Ben, d'abord par ce premier mythe-là, je pense que ben, ça renvoie à ce que je disais, dans l'imaginaire collectif. Il faut vraiment qu'il y ait des chiffres pour que ce soit considéré comme valable. Et effectivement, les étudiants, même des jeunes chercheurs, pensent qu'il ben, faut introduire quelques éléments de quantification, soit directement dans le recueil des traces ou dans l'analyse, c'est-à-dire que les logiciels deviennent justement une marque de rigueur, de qualité. Et donc, c'est un mythe supplémentaire au mythe de la quantification. Mais le deuxième que j'ai évoqué brièvement, c'est la pensée que c'est très facile de faire du qualitatif. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît fortement ancré. Beaucoup pensent que ouais, c'est très facile, je vais faire quelques entrevues et puis peut-être un peu d'observation sans justement comprendre tout ce qui est sous-jacent en termes de fondement à l'utilisation de ces manières de recueillir des traces sans se préparer même à mener des entrevues susceptibles de générer des informations qu'on peut ensuite exploiter. Donc, il y a comme ce mythe de facilité et que je constate. Et donc, pour moi, une façon justement de faire face, c'est ce que j'ai appelé des pas en arrière pour voir toute la diversité, mais également la complexité des démarches dites qualitatives. Et c'est un mythe qui a, je dirais, la peau dure. Oui. C'est très facile. Ouais. On n'a pas besoin d'une formation poussée. Et à mon avis, c'est ce qui expliquait la popularité du cours d'analyse de données qualitatives. C'est-à-dire que c'est les données là, qualitatives, qu'est-ce qu'on en fait? Et tout ce qui précède est peut-être secondaire. Mais je trouve que c'est tout aussi important, sinon plus important. Et puisque tu as évoqué dans les dernières minutes la question du logiciel associé à ce cours d'analyse des données qualitatives que tu as donné longtemps et que je donne maintenant, il y a toute cette partie où il y a des labos afin que les étudiants se familiarisent avec certains logiciels d'analyse qualitative. Quel est ton point de vue sur cette question des logiciels et comment tu gères, comment as-tu géré les attentes des étudiants? Quel défi pédagogique cette portion du cours a pu te donner? Je dirais qu'au départ, quand les premières années où j'ai donné ce cours,
y avait beaucoup de place accordée au logiciel. Parce que ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas, une bonne partie des étudiants venaient pour ça. Et donc, j'avais plusieurs séances de labo pour différents logiciels qu'ils proposaient aux étudiants. Même si je dirais que d'entrée de jeu, je dis aux étudiants, j'ai toujours dit que les logiciels sont des aides à l'analyse. Ils ne remplacent pas l'humain dans l'analyse. Et ça fait que souvent, ils sont déçus à la fin parce qu'ils avaient une idée des logiciels, la toute-puissance des logiciels pour faire l'analyse un peu à leur place. Et je répète très souvent que le logiciel, ben, quelle que soit la commande qu'on lui fait, il va sortir quelque chose. Et donc, la qualité de ce qui sort dépend de la qualité de la commande. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. La qualité de la commande dépend de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire tout le travail conceptuel fait en amont, la qualité de la stratégie analytique qu'on a mise de l'avant et la façon de déployer cette stratégie-là, notamment à travers le codage. Et donc, au fur et à mesure, j'ai retardé autant que possible l'introduction des logiciels dans mon cours. Okay. Oui. J'ai introduit des activités d'analyse à la mi-terme, pour commencer. Ensuite, un passage par Word, logiciel de traitement, avant d'arriver au logiciel. La raison pour laquelle j'ai introduit ces exercices-là, en fait, c'est pour que les étudiants comprennent ce que le logiciel fait, en quelque sorte, qu'ils comprennent ce que Payet et Muccelli appellent les processus intellectuels qui sont mobilisés dans l'analyse des données qualitatives. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une conscience de ces processus-là lorsqu'on passe directement à des logiciels. Je crois fermement qu'il faut avoir travaillé de façon dite traditionnelle avec les données, les manipuler de cette façon pour saisir tout le cheminement qu'il y a derrière l'analyse de ces données-là. Et je crois que ça nous prépare mieux à faire bon usage des logiciels ensuite. Et donc, ça, c'est un changement assez important que j'ai fait au fil des années dans mon cours. C'est sûr que les 2, peut-être 3 premières années, les logiciels occupaient en tout cas une place assez importante dans le cours, mais la place a diminué au fur et à mesure et je l'ai retardé autant que possible. Et je crois que les étudiants apprécient cela, même s'il y a un certain empressement à utiliser les logiciels, mais j'essaie de retarder cela autant que possible.
Donc, c'est comme ça que je traite cette question épineuse des logiciels en analyse de données qualitatives. Parce que sinon, ils ne se rendent pas compte des opérations intellectuelles qu'il y a derrière, ou en tout cas des opérations que le logiciel fait pour eux, et donc des limites aussi Oui, de exactement. ces opérations-là. Et Tout à donc, fait. il y a des écueils, Paillet Micheli parle du danger d'indexicalisation, il y a toutes sortes Exactement. d'écueils. Oui. Et tu sais, moi, ce que je trouve dommage, c'est pas toujours le cas, mais parfois dans certaines thèses ou mémoires où il y a eu emploi d'un logiciel, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'analyse. C'est comme si le matériau est résumé avec les catégories là, qu'on obtient avec le logiciel. Le matériau est résumé, mais je dis toujours, ça ne lève pas, il n'y a pas d'analyse. C'est comme juste un résumé. Tout à fait. Voilà. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que certaines personnes pensent que le décompte fréquentiel, que ça se limite à ça. C'est-à-dire le décompte fréquentiel des occurrences d'un thème ou d'une catégorie, et que c'est suffisant. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que cela. Mais pour pouvoir aller plus loin, il faut avoir fait ses pas en arrière. Le travail conceptuel avant le recueil des traces. Le travail conceptuel pour élaborer une stratégie analytique face à ces données. Mais si on ne fait pas ce travail, oui, on va se contenter du décompte fréquentiel parce que ce n'est attaché à aucune conceptualisation. Et ça fait effectivement des présentations de résultats assez pauvres qui ne rendent pas justice à toute la richesse, à toute la complexité de telles données. En fait, pour moi, faire de la recherche quali, c'est accepter de s'attaquer à la complexité des phénomènes sociaux et humains. C'est comprendre qu'on a affaire à des sujets, c'est-à-dire pensants, qui ont une mémoire, qui sont intelligents, qui ont des préoccupations, qui ont des préjugés, qui ont des préférences, qui ont un bagage. En fait, c'est la rencontre de deux êtres humains qui, sans avoir vécu nécessairement les mêmes expériences, partagent quand même certains aspects de la vie. Et donc, c'est complexe. Et donc, embrasser cette complexité requiert non seulement une certaine humilité face au phénomène, mais requiert un travail conceptuel qui me semble important, qui me semble névralgique si on veut vraiment comprendre, si on veut aller au-delà du décompte fréquentiel de ce qui se trouve dans le matériel. Mais c'est un bon point de départ, mais il ne faut pas s'arrêter là, à mon avis. Pour que, comme tu l'as dit là, pour que ça lève, sinon ça ne lève pas, et puis bon, on aura perdu des occasions de comprendre les phénomènes, et puis bon, on aura peut-être aussi perdu le temps des personnes qui ont bien accepté de répondre à nos questions, ou en tout cas de se prêter à l'exercice de recueil de traces. Et donc, oui, au logiciel, mais il faut savoir les utiliser.
Tu as parlé de cette rencontre, hein, le qualitatif qui implique une rencontre entre un chercheur, une chercheuse, des participants. Ça évoque chez moi les représentations autour de l'idée de la subjectivité. Oui. Comment tu as géré ça dans ton cours? J'imagine qu'il y a des étudiants qui arrivaient avec des conceptions un peu positivistes, donc pensaient qu'ils pouvaient faire complètement abstraction de toute subjectivité. Alors qu'on peut penser que ça peut être aussi une ressource, la subjectivité du chercheur, Absolument. hein? Oui. Et que ça n'enlève pas l'exigence de rigueur d'assumer la part d'objectivité. En tous les cas, d'un point de vue pédagogique, là, comment tu gérais ça, ces représentations autour de la subjectivité? C'est clair que beaucoup d'étudiants, de par leur formation de base, abordent justement le cours avec l'idée de l'objectivité comme principe cardinal et qui ont du mal à comprendre que la subjectivité est partout dans les relations, dans les interactions humaines, si effectivement on part du principe que c'est la rencontre de deux individus, et donc il y a nécessairement une certaine intersubjectivité qui prend place. Et donc, ce que j'essaie de faire comprendre aux étudiants, c'est d'être conscient justement de cette part inévitable de subjectivité, mais de l'utiliser d'abord, de l'expliciter et de l'utiliser comme une ressource pour pouvoir accéder à l'expérience d'autrui. S'il n'y a pas ce contact intersubjectif, on peut passer à côté. Et donc, la relation est comme un ingrédient indispensable pour que moi, en tant qu'être humain, je puisse accéder à l'expérience de mon vis-à-vis, que je puisse l'amener à expliciter cette expérience pour que je puisse comprendre son expérience. Mais il faut être conscient peut-être de certains pièges que cela peut amener. Donc, il y a une certaine vigilance par rapport à soi que cela implique. Mais pour moi, ce n'est pas un obstacle à la compréhension des phénomènes. En autant qu'on est conscient de la présence inévitable de cette dimension et qu'on l'utilise à bon escient dans l'interaction avec autrui pour comprendre d'où cet autrui vient, quelles sont ses préoccupations, ses préjugés, ses préférences, etc., pour pouvoir entrer dans son expérience et la comprendre de l'intérieur. Mais si on veut être absolument objectif au sens où cela est compris, c'est difficile d'entrer en contact avec l'autre pour le comprendre. Mais c'est clair que les normes institutionnelles ou les attentes de la communauté font que
effectivement, beaucoup d'étudiants, d'étudiantes ont la misère avec cette notion, disons, cette conception positive de la subjectivité. Comment l'utiliser au bénéfice, en fait, de la recherche, de la compréhension des phénomènes que nous essayons d'appréhender par les outils dont nous disposons. Je dis souvent aux étudiants que, en fait, la pensée est plus complexe, plus riche que les outils dont on dispose pour l'exprimer. Et donc, le défi pour tout chercheur qui s'inscrit justement dans une démarche compréhensive, c'est d'aider en quelque sorte les participants à trouver les moyens, les mots pour exprimer leurs pensées, pour décrire leur expérience. Mais nécessairement, cela exige d'entrer en contact, au-delà du contact d'être en présence, mais de connecter avec justement la subjectivité de l'autre. Sinon, on reste en surface, on ne trouve pas les bonnes façons de permettre à l'autre d'exprimer sa pensée ou de décrire son expérience. C'est tout un défi, effectivement. Ouais. Et peut-être une dernière question, Martial. Je trouve que les étudiants et les étudiantes des cycles supérieurs ont des préoccupations légitimes dans le sens où ils souhaitent que leur projet, puis leur thèse et leur mémoire passent bien aux yeux de leur jury, voire au-delà. Et bon, on est habitué, nous, au fonctionnement d'évaluation par les pairs, donc le regard de l'autre est très important. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu dirais à des étudiants qui commencent des démarches qualitatives et qui ont un peu des craintes, puisque le qualitatif ne procède pas vraiment par des recettes toutes faites, prévues par avance. Ça demande beaucoup de créativité, notamment dans les analyses. Mais, donc, vis-à-vis ces inquiétudes d'être... De voir son travail jugé recevable, intéressant, rigoureux. Qu'est-ce que tu leur dirais ou que leur as-tu dit peut-être qui t'ont déjà posé la question? Oui, je sais que les étudiants sont très préoccupés par ça. Ceux qui veulent mener des travaux qualitatifs ont cette préoccupation qui sont liées aux normes à la fois institutionnelles, mais aux normes de la communauté. On veut voir un cadre théorique solide, pas d'approximation avant d'aller sur le terrain, comme tout est bien balisé avant de procéder au recueil. Et même dans l'écriture, dans l'agencement des parties, il y a ces attentes-là. Et pour les étudiants, c'est une négociation difficile. Ils se sentent fragiles face justement à des jurys qui auraient justement, je dirais, une conception linéaire et non itérative de la recherche. J'avoue qu'ils
il y a cette préoccupation-là. Pour moi, c'est un peu cliché, mais c'est la rigueur. Même si on n'a pas, je dirais, un cadre tout à fait inattaquable avant, mais je pense qu'on peut quand même avancer des propositions théoriques pour montrer que ça ne va pas dans tous les sens. Et je crois qu'il y a une fausse conception de l'idée que, bon, dans le qualitatif, il n'y a pas de cadre théorique et que, bon, ça, on peut aller sur le terrain et ensuite, bon, on va appliquer un cadre théorique au moment de l'analyse des données. Je pense qu'on fait fausse route à penser que c'est la façon de procéder. Je crois que toute recherche a des fondements théoriques. On s'inscrit dans des travaux antérieurs sur lesquels on peut s'appuyer pour faire avancer les connaissances. Et je suis tout à fait ouvert à l'idée que une fois les données recueillies, analysées, qu'on peut emprunter de nouveaux cadres qui permettent de mieux expliquer les résultats auxquels on a abouti. Et ça, c'est contre-intuitif pour certains chercheurs. Mais si on accepte le fait que ce n'est pas le terrain qui doit s'ajuster à mon cadrage, mais on devrait aisément accepter que une fois qu'on a les traces, qu'on les a analysées pour expliquer les résultats, qu'on puisse faire appel à d'autres cadres qui sont plus adéquats pour interpréter nos résultats. Et donc, les étudiants sont embêtés, je dirais. Ça, ils le disent souvent que mais il y a des attentes institutionnelles, on veut voir dans le devis tel éléments, alors que, par exemple, dans une démarche de théorisation ancrée, bon, les propositions théoriques sont des résultats en eux-mêmes. Et donc, comment, disons, concilier justement la volonté de s'inscrire dans de telles démarches avec justement les normes institutionnelles ou de la communauté scientifique. Ça, ça embête les étudiants, j'avoue. Et vous voyez, la première fois que j'ai donné le cours, il y avait des étudiants d'autres facultés et il y a un qui a osé, dans son mémoire, faire de la théorisation ancrée. Il a fait un excellent travail, mais ce n'était pas gagné d'entrée de jeu. Donc, c'est possible. Mais ça prend, à mon avis, une ouverture de la part de certains membres du jury pour faire confiance que c'est une autre façon de faire. Mais je dis aux étudiants, il faut vraiment que la direction de recherche soit prête à défendre ce travail-là. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration très, très étroite avec la direction de recherche. Parce que pour un mémoire au niveau du Davis et la thèse également, la direction de recherche a un important rôle à jouer. C'est une partie de son travail
à défendre ce travail-là. Donc, il faut que la direction soit à l'aise avec l'orientation prise. Et j'allais dire que probablement que les étudiants ont aussi à apprendre à enseigner leur mémoire ou leur thèse. Oui. Étant donné la variété des façons de faire en qualitatif, oui. Il y a toujours un peu de pédagogie à faire, hein, expliquer aux membres du jury comment ils ont attaché les ficelles, oui. comment ils ont conçu leur thèse. Et sur ce que tu disais, là, d'être ouvert au fait de recourir à un autre éclairage théorique éventuellement à la fin des analyses. Moi, en fait, quand je trouve ça dans un mémoire ou une thèse, je suis très contente parce que, pour le dire de façon très familière, ça me dit que l'étudiant n'a pas assommé son terrain avec un cadre théorique très rigide. Hein. Il a laissé place au matériau. Pour moi, le matériau est souverain. Et donc, si le matériau nous amène un peu ailleurs, moi, je suis toujours très heureuse de voir ça. Pour moi, c'est comme un bon signe. Ah, tout à fait. En fait, c'est ça. On fait ce genre de recherche pour découvrir des choses. Hein? Et donc, si on est dans la découverte, il faut accepter d'être surpris par le terrain, d'être surpris par les traces qu'on recueille et accepter que ces traces puissent remettre en cause le cadre qui nous a servi pour aller les recueillir. Voilà. Pour moi, ça me semble tout à fait naturel, mais c'est certain que ce n'est pas naturel pour tout le monde. Mais à moins qu'on soit dans une perspective de démonstration, de preuve, si on n'est pas dans cette perspective, il faut être ouvert à ces surprises-là. En principe, si on n'est pas surpris, il faut se poser des questions. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. Bon. Est-ce que, juste par curiosité en terminant, Martial, est-ce qu'il y a de la place tu es beaucoup en recherche comparative. Est-ce qu'il y a de la place pour le quali dans ce genre de travail? Ah, tout à fait. Oui. Parmi les comparativistes, les mêmes débats en cours dans la communauté de l'éducation comparée. Oui. Et donc, ça se pose à peu près dans les mêmes termes, mais on retrouve effectivement des écoles, des groupes qui promeuvent une façon de faire de la recherche. Donc, il se fait beaucoup de recherches qualitatives dans la communauté des comparatistes ou des comparativistes. Il y a quand même des travaux qui ont fait école. Il y a notamment Tobin et ses collègues qui ont fait un excellent travail sur l'éducation préscolaire dans 3 contextes. C'était une démarche tout à fait compréhensive et il y a plein d'autres travaux. En fait, beaucoup de comparativistes s'inspirent énormément de l'anthropologie, de l'histoire dans leurs travaux, parce que justement, pour la plupart des comparativistes, la culture est essentielle. Ah oui, je vois. Pour comprendre les faits et les phénomènes éducatifs dans différents contextes. Comment est-ce que le même fait, le même phénomène éducatif se présente dans différents contextes? Et donc, il y a cette insistance à toujours ramener au contexte, à la compréhension de la culture qui a produit ces faits éducatifs-là. Et donc, il y a une grande ouverture aux démarches qualitatives, mais les mêmes débats ont traversé justement ce champ de recherche également. Mais en même temps, on voit quand même depuis 2 décennies ou un peu plus qu'il y a beaucoup de
place et d'intérêt pour les travaux quantitatifs, notamment avec l'influence des grandes organisations internationales qui influencent, soutiennent d'une façon ou d'une autre ce qui se passe dans différents pays. Un bon exemple, c'est le test périodique que l'OCDE entreprend au niveau des jeunes de 15 ans. Il y a d'autres travaux de ce genre-là qui cohabitent avec des travaux, je dirais, plus compréhensifs pour des phénomènes et des faits éducatifs dans différents contextes. Ouais. C'est le même débat. Bon. Oui, c'est ça. En tous les cas, je te remercie, Martial, Ouais. Martial Dembélé, qui est un collègue que j'ai toujours beaucoup apprécié. Et merci du temps que tu as consacré. Là, je pense que ça sera très intéressant pour les gens qui visionneront cette vidéo. Tu as beaucoup d'expérience en enseignement et puis ça fait longtemps qu'on avait des discussions de corridor. Hein? Et puis là, bien, on a un peu systématisé une conversation et je te remercie infiniment pour ta générosité. Mais moi, je te remercie de l'invitation. Je crois que c'était une très belle occasion de parler plus longuement. C'est ça, comme tu le dis, ben, souvent, c'est des conversations de couloir ou lors de jury, mais on n'est jamais allé aussi loin là, de façon systématique dans les échanges. C'est sûr que toi et moi, je pense que nous partageons même beaucoup de points sur la recherche en général et en particulier la recherche dite qualitative. Donc, vraiment, ça a été très stimulant. Ça m'a amené à quand même faire un peu de travail rétrospectif sur comment j'ai donné ce cours-là.